Bonjour, bon après-midi et bonsoir à vous, estimés collègues et amis. Bienvenue à chacun d'entre vous, où que vous nous rejoignez dans le monde. Je m'appelle Kate Oren et je suis responsable du programme sur le genre à l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Au nom de l'équipe ici présente, de tous les partenaires et des organisateurs de cette session, je vous remercie de votre temps et de votre intérêt à participer à cette session aujourd'hui. Alors, merci de noter que nous disposons d'une interprétation simultanée pour cette session en anglais, en espagnol et en français. Pour écouter ce webinaire dans votre langue préférée, s'il vous plaît, téléchargez l'application Interactio sur Apple Store ou Google Play. Lorsque vous l'ouvrirez, vous devrez entrer le code GBV-NV que vous voyez sur votre écran. Généralement, il est plus pratique d'écouter la traduction avec des écouteurs ou sur un téléphone ou un autre appareil en vous souvenant de couper le son de l'ordinateur ou de l'écran sur lequel vous regardez ce webinaire afin que vous puissiez entendre clairement la traduction. Les mails d'inscription que vous avez reçus contiendra également ces instructions si jamais vous les avez oubliées. Si vous avez le moindre question ou des difficultés, merci de nous contacter par le biais de la boîte de discussion, la chatbox, qui se trouve probablement à droite de votre écran dans le panneau de configuration. Ensuite, pendant quelques secondes, nous allons vous montrer une petite vidéo de démonstration comment accéder à l'interprétation en direct. Merci à l'équipe d'Interaction. Alors maintenant, nous sommes tous habitués aux sessions virtuelles, mais avant de poursuivre, il convient de garder à l'esprit quelques points importants. Tout d'abord, sachez que cette session est enregistrée et qu'elle sera disponible dans les 3 langues sur notre site web. Veuillez noter que tous les microphones ont été mis en mode silencieux, tout simplement pour minimiser les distractions de connectivité. Cependant, nous vous encourageons vivement à participer activement via la boîte de discussion. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, observations ou questions afin que nos intervenants puissent en tenir compte dans la discussion. Si vous avez des questions, des problèmes, encore une fois, des problèmes de connectivité, n'hésitez pas à utiliser la chatbox dans le panneau de contrôle pour nous contacter, contacter l'équipe technique formidable qui travaille en coulisses. Enfin, un très grand merci à tous nos techniciens en coulisses, tous les gens qui travaillent en coulisses, nos partenaires de l'USAID qui rendent cette session possible. Et encore une fois, tous les collaborateurs extraordinaires de cette session particulière. Comme vous le savez déjà, d'après le titre de cette session, je voudrais prendre un moment pour nous souvenir à tous que cette session va discuter de diverses expériences d'expression de la violence sexiste, la violence basée sur les genres, ce qui peut être inconfortable, bouleversant ou déclencheur d'émotions pour certains. Nous vous invitons donc à faire attention et à prendre soin de vous. La session d'aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires du Centre de lien entre la violence sexiste et l'environnement qui est hébergé par nous à l'UICN avec le soutien et la collaboration de l'USAID dans le cadre de notre partenariat appelé Agent Advancing Gender in the Environment. Le centre GBV-ENV s'efforce de combler le manque de connaissances sur les liens entre la violence basée sur le genre et l'environnement, tout en mobilisant l'apprentissage, la coopération et le soutien afin de forger une action collaborative pour mettre fin à la violence sexiste et garantir une planète saine et pacifique. Cette série de webinaires vise à sensibiliser le public, notamment en partageant nos propres recherches sur les liens entre la violence liée au sexe et l'environnement, ainsi que le nouveau travail des partenaires et des pairs en découvrant les défis ainsi que les stratégies, les outils et les pratiques prometteuses dans tous les secteurs, et en engageant et en construisant une communauté pour mieux comprendre et aborder la violence basée sur le genre et les liens avec l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Nous sommes aux portes de la Journée internationale de la femme de la semaine prochaine.
La session d'aujourd'hui donne le coup d'envoi d'un mois de mars très chargé, axé sur la focalisation genre-environnement, une période au cours de laquelle la Commission de la condition de la femme, ou CSW, abordera le thème prioritaire de la promotion de l'égalité des genres dans le contexte de la dégradation de l'environnement, du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophes. Par exemple, alors que les parties et les acteurs de la Convention sur la diversité biologique, la CDB, ont repris leur session en vue de finaliser le nouveau cadre mondial pour la biodiversité, parmi d'autres processus en élaboration de politiques connexes, et alors que les pays continuent à mettre en œuvre leur engagement dans le cadre de l'accord de Paris, qu'est-ce que nous savons des cadres politiques, des plans et des stratégies existants, émergents ou nécessaires qui permettraient une action basée sur les droits pour aborder la question de la violence liée au genre en relation avec les questions de climat et de biodiversité? Eh bien aujourd'hui, nous avons une incroyable brochette d'intervenants qui va se pencher sur cette question centrale, partager des expériences, des solutions innovantes et combler des lacunes critiques pour une action urgente. Pour modérer cette discussion, j'ai le plaisir et l'honneur de céder la parole à ma collègue Ali Reza Rizvi, responsable pour le changement climatique à l'UICN. Ali est impliqué dans le secteur de la conservation et du développement depuis plus de décennies et a géré des programmes et des projets à travers le monde. Dans son poste actuel, Ali fournit la vision, la direction stratégique et les conseils opérationnels nécessaires au développement et à la mise en œuvre du travail global de l'UICN sur le changement climatique. Mon ami Ali, nous avons beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui. Je vous cède donc la parole. Merci Ken et à toute l'équipe. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour participer à cette discussion aussi importante. Comme nous le savons, le changement climatique, la biodiversité et les questions de genre font partie intégrante. Et en tant qu'organisation basée sur les droits et qui a compris depuis des décennies que l'inégalité des droits entre les genres est un obstacle à la réalisation de nos objectifs de conservation, de développement durable et de résilience climatique, nous avons compris que la violence fondée sur le genre est avant tout une violation des droits humains et un obstacle à parvenir à une planète saine et pacifique pour tous. Et grâce à nos recherches avec l'USAID, nous avons compris que la violence basée sur le genre peut augmenter de façon spectaculaire dans des contextes de pénurie de ressources, comme le montrent de nombreuses données probantes dans le secteur environnemental. Ces résultats ont été documentés dans la publication phare de l'UICN, La violence basée sur le genre et les liens avec l'environnement, la violence de l'inégalité, et constitue la base de notre action conjointe avec l'USAID et de nombreux autres partenaires qui s'attaquent à ces problèmes. Les impacts du changement climatique et l'escalade des crises liées à la perte de biodiversité créent une situation d'urgence de premier ordre. Par exemple, l'augmentation des rapports de violence domestique dans les contextes post-catastrophes. Nous avons tellement de nombreux exemples dans le monde entier, et l'augmentation de la résilience au mariage des jeunes enfants comme stratégie de survie dans les régions vulnérables au climat. Alors que l'urgence de la biodiversité climatique s'accélère, nous devons reconnaître que l'accent doit être mis sur le climat et l'environnement. Malheureusement, dans ces cadres, sans tenir compte du genre, les politiques et les cadres de mise en œuvre peuvent involontairement créer les conditions d'un risque accru, avec des impacts différenciés sur ceux qui sont le plus souvent privés de leurs droits, notamment les femmes, les jeunes filles et les minorités sexuelles et de genre. D'un autre côté, nous pouvons combler ces lacunes, notamment en partageant nos connaissances et en saisissant l'occasion qui se présente à nous de travailler en coopération. Et ça, c'est l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons avec vous des voix de premier plan dans l'action climatique et environnementale, ainsi que des leaders de l'égalité des droits entre les genres et des experts dans l'élimination de la violence basée sur le genre, pour discuter des cadres politiques existants, émergents et urgents, et des conditions favorables qui sont fondamentales pour faciliter des actions collaboratives basées sur le droit, afin d'aborder la violence basée sur le genre et combattre le changement climatique et la perte de biodiversité. Permettez-moi de vous présenter notre première intervenante qui, en raison des négociations en cours de la CSW, n'a qu'un temps limité ce matin. Désolé, Assimé, je crois que vous allez nous quitter vers 9h30.
Assemi est conseillère politique de l'ONU Femmes sur le développement durable et plus particulièrement sur l'articulation entre les moyens de subsistance durable, l'accès à l'énergie et la résilience sociale et écologique. Elle a été la co-autrice principale de la première évaluation mondiale des perspectives en matière de genre et d'environnement, co-autrice de l'étude d'ONU Femmes intitulée Exploiter les avantages conjoints de l'égalité des droits entre les genres et de l'action climatique pour le développement durable. Elle a coordonné la production de l'enquête mondiale sur le rôle des femmes dans le développement, l'égalité des droits entre les genres et le développement durable. Nous avons également Lucie Manampé, qui est vice-présidente du Forum international des femmes autochtones, présidente de l'Organisation des femmes autochtones d'Afrique dans la région de l'Afrique de l'Est et directrice exécutive de l'Indigenous Information Network. Elle est une femme d'origine Maasai qui a commencé à militer en tant que journaliste de télévision sur des questions liées à l'environnement et au développement. Elle est également la cofondatrice du réseau de biodiversité des femmes autochtones et ces dernières années, elle a coordonné la région africaine en tant que membre du Forum international sur la biodiversité dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Elle a reçu de nombreux prix environnementaux en reconnaissance de son travail avec les populations autochtones. Nous avons également avec nous Gillian Colville, qui occupe le poste de responsable du climat à l'USAID et est chargée de diriger et de superviser le travail sur le climat et l'environnement au sein de cette agence. Elle occupe également le poste d'administratrice adjointe chargée de superviser le Centre pour l'environnement, l'énergie et l'infrastructure et le Bureau des gestions des risques environnementaux et sociaux au sein du Bureau pour le développement, la démocratie et l'innovation. Madame Caldwell a œuvré à la protection des droits humains et de l'environnement tout au long de sa carrière. Avant de rejoindre l'USAID, elle était PDG de Global Witness et de 2007 à 2010, elle a lancé et dirigé iSky, une campagne intersectorielle hautement collaborative regroupant plus de 600 organisations pour faire passer une législation aux États-Unis afin de résoudre la crise climatique, entre autres réalisations universitaires et professionnelles. Du Mexique, nous avons Andrea Agno, qui est la coordinatrice de la biodiversité et des stratégies de coopération à la Commission nationale mexicaine pour la connaissance et l'utilisation de la biodiversité. Dr. Cruzanquin a coordonné le processus de mise à l'échelle de la stratégie du plan d'action national du Mexique en matière de biodiversité, ainsi que les 5e et 6e rapports nationaux du Mexique à la CDB. Membre de la délégation mexicaine, elle a négocié au sein du groupe de travail ouvert qui soutient la présentation, la diffusion et l'examen de l'avant-projet devant être adopté par tous les pays signataires dans le processus du cadre mondial de la biodiversité post-2020 de la CDB. Nous avons également avec nous Erin Kenny, qui est chef de l'unité technique et conseillère technique principale de l'initiative Spotlight, un partenariat mondial pluriannuel entre l'Union européenne et les Nations unies, visant à éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les jeunes filles d'ici 2030. Avant de rejoindre le secrétariat de Spotlight, Mme Kenny a été chef d'équipe sur la violence basée sur le genre au sein de la branche des contextes humanitaires et fragiles de l'UNFPA. Avant cela, elle a travaillé avec l'International Rescue Committee et Child Fund International pour concevoir et mettre en œuvre des programmes sur la violence basée sur le genre et la santé reproductive dans des contextes de conflit et de post-conflit. Malheureusement, Angela Nakafaro, la commissaire chargée de l'égalité entre les genres au ministère ougandais de l'égalité entre les genres, du travail et du développement social, ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais nous sommes très heureux d'avoir Christine Akacord, la personne chargée de l'initiative Spotlight en Ouganda, pour la représenter. Nous allons donc discuter avec des experts qui tous représentent un grand nombre de secteurs différents et variés. Comme nous avons beaucoup d'orateurs, je vais vous demander de rester très concis et bref dans vos présentations, 3 minutes environ, afin que nous puissions avoir le temps pour une franche et bonne discussion sur les sujets. Et pour vous, le public, vous pouvez commencer à nous envoyer vos questions via la chatbox. Elles seront modérées et prises en compte dans la discussion. Merci de préciser à qui vous adressez votre question ou votre commentaire. Eh bien, démarrons la discussion. Assimi, c'est vous qui avez
la priorité. En tant que conseillère politique sur le développement durable auprès d'ONU Femmes, vous avez un aperçu unique de l'importance de ce thème prioritaire de cette année. Pour la réunion annuelle de la Commission sur la condition de la femme, qui négocie actuellement le projet de document final axé sur la promotion de l'égalité de droits entre les genres dans le contexte du changement climatique, de la dégradation de l'environnement et des politiques et programmes de réduction des risques. Est-ce que pouvez nous parler un peu de la CSW de cette année? Que pensez-vous qu'il va ressortir des discussions, en particulier comment les discussions et les résultats de la CSW peuvent éclairer la prise de décision environnementale sensible au genre et fondée sur le droit? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Ali, et merci beaucoup à toi, Kate. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Allez-y. Merci beaucoup. Excusez-moi par avance de devoir quitter cette discussion très importante plus tôt ce matin. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler de la Commission de la condition de la femme et de son thème prioritaire cette année, qui est une question nouvelle et émergente pour notre Commission de la condition de la femme, la CSW. Et comme Kate et Ali l'ont mentionné auparavant, le thème prioritaire cette année est de parvenir à la réalisation de l'égalité des droits entre les genres et l'autonomisation de toutes les femmes et jeunes filles dans le contexte du changement climatique, de la réduction des risques environnementaux et des catastrophes, des politiques et des programmes. Ce thème prioritaire est essentiel pour accélérer la mise en œuvre complète et efficace de la déclaration et de la plateforme d'action de Pékin, la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable et en matière de genre, en tenant compte de la dimension de genre et le respect des engagements et des obligations découlant des conventions de Rio, sans oublier que cela représente un énorme défi et une énorme opportunité de mieux reconstruire après la pandémie Covid-19. Donc, quand on réfléchit à ce thème prioritaire de la Commission de la condition de la femme cette année, ce que nous avons constaté, c'est que l'égalité des droits entre les genres associés aux crises climatiques et environnementales constitue réellement le plus grand défi de notre époque en matière de développement durable. Le changement climatique, la dégradation de l'environnement et les catastrophes affectent la planète entière et tous les peuples, mais pas de la même manière ni au même degré. Si l'inégalité entre les genres prive la moitié de l'humanité de ses droits fondamentaux, nous tenons à souligner que ces crises interdépendantes menacent la pleine réalisation des droits humains, et en particulier les droits à la vie et à la dignité, au développement et à une vie exempte de violence et de discrimination. Le droit à avoir un niveau de vie suffisant, le droit à un meilleur état de santé physique et mentale possible, le droit à l'eau et à l'assainissement, le droit à un environnement sain et d'autres droits encore. Et tout cela a des répercussions importantes sur le quotidien des femmes et des jeunes filles, en particulier dans les régions rurales éloignées, chez les populations autochtones et migrantes. J'aimerais attirer l'attention sur la récente résolution historique du Conseil des droits humains des Nations Unies qui reconnaît le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable et qui encourage les États à adopter des politiques pour la jouissance de ce droit, y compris en ce qui concerne la biodiversité et les écosystèmes, et en gardant à l'esprit que d'autres obligations en matière de droits humains, y compris l'égalité des droits entre les genres, doivent être respectées. Dans nos discussions que nous avons eues jusqu'à présent sur ce thème prioritaire, nous avons constaté qu'il existe un certain nombre de domaines interdépendants qui méritent d'être examinés et qui seront pris en compte dans les négociations et pour parvenir aux conclusions concertées qui seront le résultat de la Commission de la condition de la femme chaque année et qui seront ensuite mises en œuvre par les États membres. Ces conclusions concertées sont également utilisées, et c'est très important, par un certain nombre de parties prenantes autres que les gouvernements, y compris la société civile, les mouvements féministes, les défenseurs de l'égalité des droits entre les genres, afin de plaider en faveur d'une
plus grande égalité des droits entre les genres, d'une attention accrue aux droits des femmes et de l'autonomisation de toutes les femmes et jeunes filles. En résumé, pour ne pas prendre trop de temps, le but est d'intégrer les perspectives de genre dans les politiques et les programmes de réduction des risques climatiques, environnementaux et de catastrophes, de promouvoir la participation et le leadership plein et égal des femmes et des jeunes filles dans le domaine du climat, de l'environnement et des risques de catastrophes, de l'action et de la gouvernance à tous les niveaux, de renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles dans leurs organisations pour construire la résilience climatique, environnementale et aux catastrophes, garantir la santé et les droits sexuels et reproductifs en cas de crise et de catastrophes climatiques et environnementales, renforcer la prévention, la réponse et le rétablissement des cas de violence basés sur le genre et sexiste en cas de crise et de catastrophes climatiques et environnementales, accroître le financement des risques climatiques, environnementaux et de catastrophes en tenant compte de la dimension de genre. Enfin, l'avant-dernier point concerne l'amélioration des statistiques sur le genre et des données ventilées par genre dans le cadre du lien entre genre et environnement, ainsi que le soutien et le financement de transitions justes et sensibles au genre. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps, mais je voudrais souligner combien il a été important de pouvoir s'appuyer et s'inspirer du, du, travail réalisé par nos collègues et amis de l'UICN, soutenus par l'USAID, ont réalisé ces dernières années dans le nexus genre et environnement. Et ces études, rapports et analyses sont référencés, renforcés et cités dans le rapport du secrétaire général sur le thème prioritaire qui sous-tend les négociations des États membres sur les conclusions convenues lors de la Commission de la condition de la femme de cette année. Merci Ali. Merci Assimé. Est-ce que je peux demander aux autres orateurs de, s'il vous plaît, allumer leur webcam, que nous puissions voir vos visages. Assimé, vous allez devoir retourner aux négociations et bonne chance pour l'ensemble du processus. Mais juste une question connexe. Nous savons que l'ONU Femmes travaille beaucoup sur l'élimination de la violence contre les femmes et les jeunes filles dans toute leur diversité, qui est un obstacle omniprésent et persistant à la réalisation de l'égalité des droits entre les genres. Comment le thème prioritaire de la CSW tiendra-t-il compte de ces liens? Merci pour cette question et je serai très bref sur cela. Cette question est incroyablement importante pour ce qui est du thème prioritaire de la Commission de la condition de la femme de cette année. Et comme je l'ai mentionné, le renforcement de la prévention, de la réponse et du rétablissement de la violence sexuelle et sexiste dans les crises et les catastrophes climatiques et environnementales est un message clé qui sous-tend tout notre travail et notre plaidoyer autour de la réunion de la CSW cette année. Et comme nous l'avons vu, l'ombre de la pandémie de violence contre les femmes et les filles au cours du Covid-19 illustre bien cette recrudescence de la violence basée sur le genre et sexiste qui se produit lors des crises et des catastrophes. Les femmes et les jeunes filles sont confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination, sont particulièrement exposées. L'augmentation des menaces et des violences contre les femmes, des féminicides, contre les défenseurs de l'environnement et des droits humains est particulièrement préoccupante. Et ces femmes, ces défenseurs des droits humains, j'aimerais mettre l'accent particulièrement sur les femmes autochtones, sur la violence dont elles sont victimes. L'augmentation de cette violence ces dernières années est vraiment alarmante. En 2020, et je suis sûr que c'est des chiffres qui sont minorés parce qu'on ne les compte pas tous, mais au moins 331 défenseurs de l'environnement ont été assassinés, dont 44 femmes. 69 d'entre eux, de ces défenseurs défendaient les droits fonciers, les droits des peuples autochtones et les droits environnementaux, et 28% les droits des femmes. Dans ce contexte, la fourniture de services essentiels pour la prévention, la réponse et le rétablissement de la violence basée sur le genre est essentielle.
en particulier dans le contexte des crises et des catastrophes climatiques et environnementales. Nous devons également prêter attention à la promotion et à la protection des droits des femmes et des défenseurs des droits humains dans le domaine de l'environnement et veiller à ce que les violations et les abus dont ils et elles sont victimes fassent l'objet d'une enquête et que les responsables soient tenus responsables. Merci Ali. Merci Sewe. Et bonne chance avec le processus. C'est un domaine tellement difficile d'avoir toutes ces interrelations et de continuer à les promouvoir à travers différents politiques et processus mondiaux. Merci pour votre travail dans ce domaine et nous nous réjouissons de travailler avec vous à l'avenir également. Je vais passer maintenant à Moussi Molenkai qui a été confronté à de nombreux défis et qui travaille spécialement en Afrique où il y a d'autres défis associés comme la pauvreté, la dégradation de l'environnement et d'autres. Lucie, merci de nous avoir rejoints à cette discussion aujourd'hui. Écoutons ce que vous avez à dire. Quelles sont les thématiques urgents et les liens dans la violence sexiste et l'environnement que vous voyez? Et comment les cadres politiques en matière d'égalité des droits entre les genres et l'environnement peuvent-ils créer des conditions favorables pour y répondre, en particulier pour protéger les droits, la sécurité et la dignité de toutes les personnes, notamment les femmes, les défenseurs de l'environnement et des droits humains? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je vous parle aujourd'hui du Rwanda, à Kigali, où nous discutons des questions d'environnement, de catastrophes naturelles, etc. Votre question est très importante. Ce que Mme Assimé de l'ONU Femmes vient de dire en donnant l'exemple des femmes autochtones montre clairement que nous avons beaucoup de défis à relever. En effet, et c'est essentiellement parce que la question des droits et de la reconnaissance des peuples autochtones, non seulement en Afrique, mais aussi en Asie et dans le monde entier, est un défi majeur. Il semble que les peuples autochtones soient tout le temps en train de lutter, tandis que d'autres gravissent la colline de manière beaucoup plus facile. Nous devons redoubler d'efforts. Parce que d'abord, nous avons ces traditions qui existent parmi nous, et aussi le fait que les peuples autochtones sont déjà marginalisés, et cette marginalisation est de plus en plus critique. L'autre problème est que les femmes autochtones et les femmes rurales vivent dans des zones reculées, où elles ne reçoivent pas d'informations, n'ont pas accès à des mécanismes de recours juridiques, ne reçoivent pas suffisamment d'informations pour être en mesure d'examiner les différents problèmes auxquels elles pourraient s'attaquer. Et lorsque vous examinez les problèmes de violence fondée sur le genre, ils se présentent de différentes manières. J'ai déjà mentionné certains des problèmes, par exemple la question des terres, des traditions, ou certains des problèmes qui surgissent lors des catastrophes. Eh bien, les femmes autochtones sont toujours les victimes. Plus en fort que dans les régions, les jeunes femmes, les jeunes filles, par exemple, lorsque nous avons une sécheresse, lorsque nous avons un conflit, il y a une catastrophe dans les régions, ce sont les femmes autochtones qui portent le plus gros fardeau. Cela ajoute donc aux difficultés que rencontrent les femmes. Et pour les femmes autochtones, nous ne voulons pas non plus nous plaindre tout le temps des différents défis que nous rencontrons, mais nous avons travaillé ensemble pour voir comment le gouvernement pourrait reconnaître les droits des peuples autochtones et des femmes autochtones, comment nous pouvons travailler avec des partenaires et comment nous pouvons continuer à assurer que nos problèmes sont pris en compte. Et 2021 est une année très intensive pour nous. En effet, en tant que femmes autochtones, nous avons pu organiser notre conférence et discuter globalement de différentes questions. Nous avons rédigé une déclaration que nous avons partagée avec un grand nombre de partenaires et nous avons également fait pression pour obtenir une recommandation de l'ONU Femmes, en particulier de la CEDAW, la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Nous voulions être sûrs de pouvoir mettre ces questions sur la table et de pouvoir contribuer à l'élaboration de politiques. Il est très important que nous participions à la prise de décision et que nous examinions les politiques élaborées par nos gouvernements. Malheureusement, et vous êtes peut-être tous d'accord avec moi, les politiques sont d'un côté, elles ont déjà été écrites, elles sont là, mais elles n'impliquent pas les femmes autochtones. Elles n'impliquent pas le public autant qu'il le faudrait. Nous devons donc être en mesure de contribuer et de nous assurer
que nous apportons notre contribution à certaines des questions qui sont essentielles pour nous. Et quand il s'agit de la mise en œuvre, c'est un autre désastre que nous avons entre nous et de nombreux gouvernements, et sont sur certaines des questions que nous devons vraiment examiner au cours de cette discussion, et examiner ces politiques qui sont déjà là. Si vous regardez les questions d'environnement, si vous regardez ce que vous avez mentionné plus tôt au sujet de l'agenda post-2020, oui, la discussion est là, la plateforme sur le genre est en cours de discussion sur le post-2020, mais quand vous regardez la question des droits des peuples autochtones, les droits de ces femmes, c'est encore quelque chose qui doit être pris en compte. Nous examinons et parlons des objectifs et des différentes questions, mais nous devons encore insister pour que les gouvernements soient en mesure de prendre en charge cette question. Les femmes sont les gardiennes, ce sont elles qui ont protégé et conservé la biodiversité, et nous devons vraiment examiner les questions de genre de manière très critique. Et quand nous regardons le changement climatique, nous avons encore beaucoup à discuter des questions de désertification, de sécheresse, qui ont un impact sur les différentes communautés autochtones, et aussi sur d'autres populations en général, parce qu'en Afrique et certaines régions d'Amérique latine et d'Asie sont également touchées par la sécheresse récurrente. Je regarde donc par exemple les conventions de Rio et je constate que nous devons vraiment examiner les questions de genre et de manière très critique. Et alors que nous allons discuter de l'après 2020, si nous ne discutons pas des questions de genre, si nous ne nous assurons pas que la discussion qui est déjà sur la table sur l'examen des différents objectifs inclut les questions de genre et devient vraiment sensible aux questions de genre, alors nous risquons de passer à côté de la plupart des questions que nous envisageons dans le prochain objectif pour 2050, vivre avec harmonie avec la nature. Car si l'on considère l'approche holistique et l'approche des droits humains, nous devons vraiment nous pencher sur les questions, ou du moins sur la manière dont nous pouvons impliquer les gens, les faire contribuer et ne pas les laisser de côté. Mais ils doivent pouvoir contribuer efficacement et être en mesure de participer. Ne laissons personne de côté en termes de participation. Incluons tout le monde, même les enfants, dans le processus. Nous parlons des jeunes filles, nous parlons des femmes et nous parlons des jeunes dans nos communautés. Il est donc très important d'examiner ces questions cruciales ensemble. Et le plus important, c'est que pour les femmes autochtones, nous avons également présenté une résolution, une recommandation de l'ONU, numéro 39, afin de pouvoir l'examiner, de mettre en place toutes ces questions et même d'aborder la question des défenseurs des droits humains que vous avez mentionnés, parce que nous savons que les femmes autochtones sont les plus touchées que les autres, qu'elles n'ont pas voix au chapitre en raison des traditions dans lesquelles nous vivons et dont elles ont peur. Et dans le monde autochtone dans lequel nous vivons, une femme est toujours considérée comme étant dans l'ombre. Nous voulons nous assurer que nous ouvrons ce carcan, nous les faisons sortir de cette boîte dans laquelle elles sont cachées et qu'elles puissent voir que les problèmes, qu'elles ont le droit d'aborder ces problèmes, qu'elles ont le droit d'être écoutées et qu'elles peuvent avoir un impact. Nous ne pouvons pas travailler toutes seules, nous devons travailler en équipe, nous devons travailler collectivement ensemble. C'est la seule manière de faire avancer nos dossiers. La seule manière de pousser nos gouvernements à agir, c'est d'agir et d'avoir des partenaires qui peuvent travailler avec nous et présenter des dossiers, défendre des dossiers. Et aujourd'hui, ce webinaire particulier est l'un des domaines dans lequel nous pensons que si ces recommandations sont suivies, alors nous pourrions être en mesure de vraiment progresser. Nous parlons également des questions de financement. Nous devons vraiment nous assurer que nous disposons des fonds nécessaires pour atteindre les personnes, que ce soit une stratégie qui permette d'atteindre la base, d'atteindre les femmes les plus pauvres, dans les zones les plus reculées. Parce que si vous ne les atteignez pas, si vous ne mettez pas en œuvre ces recommandations, alors la violence sexiste ne prendra jamais fin. Et la violence liée au genre, comme je l'ai dit, son impact est ressenti de différentes manières, et pas simplement de manière traditionnelle, lorsque les gens pensent que ces zones ne sont touchées que par les femmes, que ça concerne que les femmes autochtones. Il y a en réalité beaucoup de problèmes environnementaux, de problèmes de droits humains, et nous devons vraiment les considérer de manière holistique et en utilisant l'approche des droits humains pour pouvoir parvenir à atteindre nos objectifs et de réaliser les objectifs que nous recherchons. Merci beaucoup. Merci, Lucie, d'avoir souligné tous ces aspects essentiels d'une approche intégrée et holistique. Je reviendrai vers vous avec d'autres questions plus tard, mais je vais passer, dans le cadre de cette collaboration et de cette approche intégrée. Gillian, vous travaillez avec le SAID et vous supervisez le changement climatique. Et nous savons tous que la résilience climatique et d'autres questions nécessitent une approche holistique et une mise en œuvre intégrée sur le terrain.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'USAID est un leader clé dans la lutte contre la violence basée sur le genre, dans le secteur de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'USAID s'est engagé dans cette question et votre approche pour investir dans les solutions pour résoudre ce lien et comment l'USAID et le gouvernement américain utilisent leur cadre politique, y compris votre stratégie climatique à venir, pour établir la lutte contre la violence basée sur le genre comme une priorité dans cette réponse climatique. Je vous laisse la parole, Gillian. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous sommes vraiment heureux de co-sponsoriser ce webinaire avec l'UICN. Nous apprécions vraiment les commentaires des femmes qui m'ont précédé. Je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question qui concerne vraiment la raison pour laquelle c'est une priorité pour l'USAID et comment cela se reflète dans nos cadres politiques. Comme vous le savez peut-être ou pas, tout d'abord, les États-Unis, sous la direction de M. Biden, ont adopté une stratégie nationale sur l'équité et l'égalité entre les genres, qui était vraiment en fait un appel à l'action. Et M. Biden a été, je pense, très progressiste et très en avance sur les questions relatives aux femmes et la diversité, l'équité et l'inclusion de manière plus générale. Et dans notre nouvelle stratégie climatique à l'USAID, qui va nous mener jusqu'en 2030, la question de l'équité est un principe fondamental et les femmes sont spécifiquement désignées comme étant des leaders dans lesquels nous devons investir afin d'assurer une réponse efficace à la crise climatique. Et donc, comme vous le savez, ce n'est pas une sorte de préoccupation de niche. Nous considérons qu'il s'agit d'un élément, d'un pilier central de notre capacité à réussir à engager plus de la moitié de la population dans nos efforts et que nous reconnaissons combien les femmes sont essentielles à la réussite de ces efforts, étant donné le fait qu'elles sont en première ligne et ont souvent l'accès le plus immédiat et la compréhension des impacts climatiques et des solutions à mettre en œuvre. Mais pour ce qui est de votre première question concernant la manière dont nous nous sommes engagés dans ce domaine, comme vous le savez, l'UICN et notre partenariat ont joué un rôle important. En 2014, nous nous sommes associés à l'UICN pour créer l'initiative Agent, qui signifie Advancing Gender in the Environment, pousser la question du genre dans l'environnement. Et dans ce contexte, nous avons demandé à l'UICN de réaliser une étude pour comprendre la corrélation entre les menaces environnementales et la violence basée sur le genre, la violence sexuiste, la violence domestique et la prostitution forcée. Nous savons que la crise climatique accroît la violence basée sur le genre et que si nous ne tenons pas compte de ces problèmes, cela augmente. Et si nous ne tenons pas compte de ces problèmes dans la conception de nos solutions, nous risquons, par inadvertance, de continuer à perpétuer ce type de violence. Donc, en réponse à cette étude et à ces conclusions, nous avons lancé RISE, qui signifie Resilient, Inclusive, Sustainable Environment Challenge, défi des environnements résilients, inclusifs et durables, et sommes sur le point de lancer un nouvel appel à financement dans le cadre de ce programme de subvention. Nous avons déjà accordé 9 subventions pour des initiatives en Colombie, au Congo, en RDC, à Fidji, au Guatemala, au Kenya, au Pérou, en Ouganda et au Vietnam. Et l'une des choses que je veux souligner est que l'USAID donne vraiment la priorité à un investissement accru dans les organisations locales, à la base. Historiquement, beaucoup d'entre vous savent peut-être que la plupart de nos investissements ont été dans des organisations internationales beaucoup plus grandes comme UICN, qui font tout à fait un travail d'une importance capitale. Mais nous reconnaissons également l'importance d'investir, de soutenir les organisations travaillant à la base. C'est là que le défi essentiel d'un appel à l'action de notre administrateur. Nous encourageons donc vivement les partenaires potentiels de cet appel, pas seulement les organisations internationales, mais aussi les praticiens locaux, à envisager de demander un soutien financier via le programme RISE. Nous avons lancé un nouveau site web qui s'appelle workingwithusid.org qui vise à démystifier les défis liés à l'obtention de fonds gouvernementaux, car nous reconnaissons que cela peut paraître difficile et très bureaucratique pour les petites organisations. Merci beaucoup. Merci Eliane. Encore une fois, je reviendrai vers vous après le premier tour avec d'autres questions.
Maintenant, de la perspective mondiale et régionale, passons au niveau national à travers le partage d'expérience et de savoir. Andrea Cruz Arguin, vous venez du Mexique et le Mexique se distingue comme étant un leader dans le développement et de la mise en place de cadres politiques verts qui incluent les liens entre le genre et l'environnement. Par exemple, le Mexique est l'un des rares pays à avoir élaboré une stratégie, un plan d'action national, des plans d'action nationaux en faveur de la biodiversité, tenant compte de la dimension de genre, et il a participé activement aux récentes discussions visant à mettre en jour et améliorer le plan d'action sur le genre pour l'après 2020, dans le cadre de la CDB. Pourquoi est-ce que ces questions sont si importantes pour le Mexique? Vous pouvez nous en parler? Vous êtes devenu un leader et un champion pour faire avancer ce dossier. Quelles sont les opportunités offertes par un ambitieux plan d'action actualisé sur les questions de genre, le cas de la CDB, notamment en ce qui concerne l'objectif de lutte contre la violence basée sur le genre, en relation avec les ressources naturelles, et la clé pour faire progresser l'égalité des droits entre les gens et la durabilité environnementale. Andrea, c'est à vous. Merci. Je suis très heureuse de participer au jeu aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Je pense qu'il s'agit d'une question très importante pour le gouvernement et les institutions du Mexique, car nous reconnaissons qu'il existe une dette historique à l'égard des femmes et des jeunes filles, en particulier des femmes et des jeunes filles autochtones dans les environnements ruraux. Cela inclut un accès limité à la terre et aux ressources naturelles, mais aussi à l'éducation et à la santé. Nous voyons donc que la seule manière de parvenir à une société plus participative et plus égalitaire serait de s'attaquer à ces écarts et inégalités entre les genres, entre les sexes, en particulier dans les thématiques associées avec l'environnement. La biodiversité a été très proche des femmes mexicaines, en particulier dans les environnements ruraux. Comme l'ont dit mes collègues, elles ont un rôle très important à jouer en tant que gardiennes et d'agentes du changement pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Il n'est pas nouveau que si les ressources sont rares en période de crise, comme nous l'avons tous constaté pendant la pandémie de Covid, on a vu que dans ces crises, la violence basée sur le genre va augmenter, et la violence générale, mais celles qui souffrent le plus de ces violences sont bien sûr les femmes et les jeunes filles. Donc, si nous voulons mettre fin à ces violences et atteindre la durabilité, nous devons travailler en étroite collaboration d'un point de vue holistique, en tenant compte de ces considérations de genre. Et nous sommes très heureux et nous avons la chance que l'UICN nous accompagne dans cette mise à jour de notre stratégie nationale de biodiversité. Nous avions presque terminé ce document quand ils sont venus nous demander si nous voulions intégrer cette perspective de genre dans la stratégie nationale pour la biodiversité. Dans la stratégie, au début, on avait un peu des doutes car il ne nous restait plus beaucoup de temps pour finaliser cette stratégie, mais nous avons néanmoins décidé de le faire et au final, nous en sommes très heureux car cela a été une véritable expérience pédagogique pour nous. Et une fois que nous l'avons fait au niveau national, maintenant nous le faisons également au niveau sous-national et régional. Moi, je coordonne également les stratégies sous-nationales de biodiversité. Et nous avons jusqu'à présent au moins 4 autres stratégies sous-nationales qui introduisent la perspective de genre dans leur ligne d'action. Non, donc nous faisons un pas en avant pour que ces questions soient également abordées au niveau infranational, car c'est là que... Pardon, je veux dire au niveau national, car c'est vraiment... Parce qu'au niveau national, on met simplement les lignes des grandes directives, mais c'est vraiment au niveau sous-national, régional, local, que les mesures sont vraiment mises en œuvre. Nous pensons donc que c'est très important pour nous. Je vais arrêter mon commentaire ici et je reviendrai plus tard. Merci beaucoup. Merci Andrea. Oui, c'est tellement important
Bien souvent, nous nous arrêtons aux bonnes politiques et à tout cela au niveau national, mais au niveau de la base, il est essentiel que ces politiques soient bien mises en œuvre. Et les données probantes qui proviennent du terrain doivent informer les politiques nationales, sous-nationales et la base. Donc ça, c'est un niveau extrêmement important, la base et le sous-national. Et c'est une bonne chose quand Gillian a suggéré que travailler avec la base et qu'ils auraient accès aux ressources. C'est donc une bonne chose de voir que nous sommes tous en train d'apprendre de ces échanges d'informations, que nous voyons ensuite comment rendre cela accessible aux organisations travaillant à la base. Passons maintenant, revenons à l'Afrique, et l'Ouganda est également un pays où nous travaillons avec l'initiative Spotlight pour mettre fin à la violence contre les femmes et les jeunes filles, notamment par le biais d'un changement des normes sociales de la communauté, en établissant un système judiciaire qui soit sensible au genre, en s'engageant auprès des chefs culturels coutumiers et en fournissant des connaissances et des analyses de données en temps réel. Donc, Christine, je vais vous demander comment le travail que l'Ouganda fait pour informer peut être adapté à la programmation environnementale sur le genre et quels sont les facteurs favorables à prendre en considération au niveau de la politique et de la programmation. Si vous pouviez partager certaines de vos expériences en Ouganda, c'est à vous. Merci, modérateur. Je pense que la même méthodologie actuellement utilisée dans le cadre de l'initiative Spotlight peut facilement être adoptée pour la programmation environnementale. En effet, la dégradation de l'environnement résulte des pratiques communautaires et des croyances sociales qui sont transmises de génération en génération. Il est donc possible de donner aux gardiens de ces pratiques les moyens d'apprécier les effets et les conséquences de certaines de nos pratiques sur l'environnement et de leur enseigner les mesures d'atténuation possibles ou de nouvelles pratiques. Les chefs coutumiers peuvent également se prononcer, comme nous le faisons, dans l'intérêt de la prévention de la violence basée sur le genre ou des pratiques négatives de dégradation de l'environnement. Ces déclarations coutumières peuvent être diffusées auprès de la communauté et elles peuvent être utilisées pour leur faire prendre conscience de l'importance de la protection de notre environnement. Nous avons également besoin d'un mécanisme de coordination multisectorielle qui permette au système judiciaire de comprendre les répercussions dans la dégradation de l'environnement, ce qui les rendra plus réactifs et contribuera à mettre fin à l'impunité en matière de dégradation de l'environnement. L'Ouganda peut également élaborer des réglementations et promulguer davantage de lois sur la base de l'analyse des données en temps réel. Cela peut nous aider à identifier les lacunes et les domaines à prendre en compte pour la formulation de politiques à travers l'observation et l'écoute des attitudes, des opinions et des perspectives de la population à la base sur les questions environnementales. Nous disposons d'un certain nombre de facteurs favorables qui peuvent nous aider dans ce domaine. L'un d'entre eux est la volonté politique de notre gouvernement. Cela se constate à travers les efforts pour établir un cadre juridique et politique. Par exemple, la vision 2014 de l'Ouganda. Nous espérons atteindre un environnement vert et propre, sans pollution de l'eau ou de l'air, tout en préservant notre flore et notre faune, en restaurant et en ajoutant de la valeur à nos écosystèmes dans le cadre de la transformation de la société ougandaise d'un pays rural à un pays plus moderne et prospère dans les 30 années à venir. Ça, c'est notre vision et je crois qu'il s'agit d'un facteur favorable dont nous disposons dans nos politiques et nos lois. Si vous prenez par exemple la politique nationale de l'environnement de 1994, la loi sur l'environnement, la politique forestière de 2010, la politique énergétique de l'Ouganda 2022, et puis la loi nationale sur la foresterie et la plantation de 2023. Et cela peut nous aider à aborder les facteurs favorables qui veulent aller au-delà de cela. Ensuite, l'existence de l'autorité nationale de gestion et de l'environnement, c'est une autorité qui est responsable de la gestion
et qui va jusqu'au plus bas niveau du gouvernement, c'est-à-dire au niveau des villages et des comtés. Ils ont des comités qui s'occupent des questions environnementales et une majorité de femmes font partie de ces comités à ce niveau-là. Ensuite, la création d'un ministère de l'eau et de l'environnement est également essentielle, car un tel ministère crée un environnement propice à la lutte contre la violence sexiste et également la prévention de la dégradation de l'environnement. Nous avons une ligne d'assistance téléphonique qui est utilisée pour aborder les questions, les problèmes liés pour dénoncer les problèmes liés à la dégradation de l'environnement, ce qui, je crois, peut être utile, surtout si nous voulons intensifier les actions de plaidoyer sur les questions environnementales. Ensuite, nous employons des agents environnementaux et des agents forestiers au niveau des districts. Cela nous a également aidés et je pense que c'est quelque chose qui peut être renforcé. C'est aussi un environnement favorable qui peut nous aider à aborder les questions d'environnement dans notre communauté. Je vous remercie beaucoup et je reviendrai plus tard après les autres orateurs au moment des questions-réponses. Merci. Merci Christine d'avoir partagé votre expérience en Ouganda. Hélène, je me tourne vers vous avec l'initiative Spotlight. Comme nous avons beaucoup dans notre public de membres travaillant dans l'environnement, vous savez, beaucoup de membres de Spotlight qui nous écoutent, mais ils ne sont peut-être pas familiers avec l'initiative Spotlight. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce que vous faites? Pourquoi Spotlight est si unique? Et comment vous assurez-vous de faire en sorte que les questions de biodiversité et de crise climatique sont intégrées dans le tissu du travail de l'initiative Spotlight? Comment cela conduit-il de manière critique la programmation de l'initiative Spotlight? Merci et c'est à vous. Merci. C'est un véritable honneur d'être ici. Merci beaucoup d'avoir invité l'initiative Spotlight à s'associer à ce panel incroyablement important. Et j'exprime une profonde gratitude pour pouvoir m'exprimer à la suite de Andrea et Christine, issus de deux de nos pays Spotlight les plus importants. C'est formidable de marcher dans vos traces en prenant la parole aujourd'hui. L'initiative Spotlight est le plus grand effort ciblé au monde pour mettre fin à toutes les formes de violence contre les femmes et les jeunes filles. Nous avons été lancés avec un engagement de financement initial de l'Union européenne de 500 millions d'euros, ce qui représente un effort mondial sans précédent pour investir dans l'égalité des genres en tant que condition préalable et moteur de la réalisation de tous les objectifs de développement durable. L'initiative est actuellement mise en œuvre dans 26 pays, répartis dans 5 régions. Alors, qu'est-ce qui nous rend uniques? Je vais me concentrer sur 3 ingrédients clés. Premièrement, nous sommes un programme interagence phare du secrétaire général des Nations Unies et un fonds de démonstration pour les réformes du système de développement des Nations Unies. Concrètement, ça veut dire que nous offrons une programmation plus cohérente et intégrée au niveau des pays, tout en garantissant la responsabilité collective de tous les acteurs pour qu'ils respectent leurs engagements et rendent le système des Nations Unies plus efficace, plus adaptable et mieux aligné sur des objectifs de développement durable. Deuxièmement, l'initiative Spotlight adopte une approche de l'ensemble de la société, 360 degrés, pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Notre théorie globale du changement exploite ce qui fonctionne et une myriade de pratiques prometteuses basées sur le contexte afin de mettre fin à la violence sexiste tout en tirant parti des synergies d'intervention interdépendantes. En d'autres termes, nos initiatives s'attaquent aux lacunes législatives et politiques, renforcent les institutions promouvant des attitudes équitables entre les genres et fournissent des services de qualité aux survivants de la violence basée sur le genre. Les interventions renforcent également les systèmes de collecte de données sur la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles et tentent de construire des mouvements de femmes autonomes. Enfin, notre travail est ancré dans une base de données probantes selon laquelle le leadership et l'engagement de la société civile, en particulier les organisations de défense des droits des femmes et les mouvements autonomes, sont au cœur d'un changement social transformateur et durable. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'importance de trouver des solutions locales et le rôle vital que la société civile peut jouer pour s'assurer que les voix des femmes marginalisées soient entendues et incluses.
C'est pourquoi les droits des femmes et les militantes et les mouvements féministes sont des partenaires centraux et primordiaux dans notre travail. Ils sont l'épine dorsale de l'initiative Spotlight. La société civile est représentée à chaque phase de la programmation de l'initiative Spotlight, depuis la conception et la mise en œuvre jusqu'au suivi de la prise de décision et la gouvernance. Elle joue un rôle essentiel dans la responsabilisation de l'initiative vis-à-vis de ses engagements. Pour en venir à la deuxième partie de votre question, en ce qui concerne la crise du climat et de la biodiversité, nous sommes bien conscients de la réalité tragique que l'impact du changement climatique et que cet impact n'est pas neutre. Il a un impact disproportionné sur les femmes, les filles et les groupes les plus marginalisés. Nous le constatons de près dans plusieurs de nos programmes. En effet, plusieurs programmes de l'initiative Spotlight ont été confrontés à des catastrophes liées au climat au cours de l'année écoulée, ce qui a affecté leur mise en œuvre. Il s'agit notamment le cyclone tropical au Vanuatu, un autre cyclone au Mozambique, des inondations dévastatrices au Malawi, en Ouganda, au Honduras et ailleurs. Alors, dans le cadre de notre approche globale, l'initiative Spotlight est en mesure d'aborder les interconnexions entre la violence contre les femmes et les jeunes filles et les catastrophes liées au climat, en renforçant les organisations de défense des droits des femmes et en protégeant les droits humains fondamentaux des femmes et des jeunes filles. L'initiative contribue également à renforcer la résilience nécessaire pour faire face aux menaces du changement climatique. Je vais vous donner quelques exemples. Au Vanuatu, l'initiative Spotlight a veillé à ce que la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles soit systématiquement prise en compte à la suite des catastrophes climatiques, en collaboration avec le ministère de l'Adaptation au changement climatique, en renforçant les capacités institutionnelles afin d'intégrer une prévention et une réponse institutionnalisée à la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. L'initiative s'est engagée activement avec le sous-groupe sur la violence basée sur le genre et les urgences, posant les bases d'une coordination des efforts de prévention à l'avenir. En Ouganda, l'initiative a soutenu la fourniture de services de santé sexuelle et reproductive dans les districts frontaliers des réfugiés, touchés par les inondations et a permis aux organisations féminines de la société civile de combiner les ressources entre les programmes sur la violence contre les femmes et les jeunes filles afin de répondre aux besoins uniques et aux abus des groupes vulnérables. Et une analyse intersectionnelle a été employée pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Et à l'avenir, ces groupes ont été intégrés dans la conception des interventions afin de garantir la durabilité de la prestation de services. Mais ce n'est vraiment que le début de notre voyage pour mieux comprendre et aborder les liens inhérents et empiriques entre le changement climatique et la violence sexiste. Nous avons pour mandat de ne laisser personne de côté et aborder le changement climatique rapide et son impact dévastateur sur le genre. C'est une question de justice pour les détenteurs de droits que nous voulons servir. Nous sommes profondément engagés à renforcer notre réponse à ce lien pour continuer à apprendre des autres dans ce domaine de travail et pour positionner l'initiative comme un pont entre le domaine du changement climatique et de la biodiversité et mettre fin à la violence contre les femmes et les jeunes filles. Nous sommes très honorés de donner le coup d'envoi de notre partenariat avec l'UICN dans le cadre de son Centre pour l'environnement, GVV, pour le CSW, où nous mettrons en lumière les liens entre la violence basée sur le genre et le changement climatique et élèverons les voix des partenaires de la société civile directement touchés. Merci beaucoup de votre attention. Merci Aaron. Comme tu l'as dit, le changement climatique, les impacts n'en sont pas neutres. Ils ont un impact différent selon le mécanisme d'adaptation et de résilience. C'est formidable de voir que dans de nombreux pays, on s'en est rendu compte et que les femmes ne sont pas simplement des victimes, elles sont aussi des agentes du changement. C'est ce qui on le voit très bien dans les politiques des donateurs aussi. Gillian, je reviens vers vous sur ce point. C'est formidable de voir les États-Unis revenir dans l'accord de Paris. Et avec toute cette énergie qui est revenue, maintenant, vous prenez un rôle de leader dans la réponse au changement climatique. Donc, le niveau national, tout cela, comment est-ce que vous intégrez le climat, le genre dans toutes ces questions? La stratégie climatique va informer d'autres processus décisionnels internationaux, y compris la CSW, dans les semaines à venir, et l'accord de Paris dans son ensemble, qui est si essentiel pour une approche intégrée. Je te rends la parole, donc, là, sur ce point. Oui, merci. C'est effectivement bon d'être revenu dans l'action sur le changement climatique du point de vue des États-Unis. J'étais à la COP à Glasgow, et bien évidemment, et le gouvernement américain y était présent en force, le gouvernement des États-Unis était présent en force. Et cela a été remarqué par de nombreux pays et ONG qui participaient après 4 années d'une absence très regrettable. Vous savez, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de rejoindre l'action gouvernementale,
ce qui n'était pas dans mon historique habituel. Je veux dire, moi, j'ai historiquement plutôt travaillé avec des ONG au niveau mondial. C'est parce que les États-Unis ont ce potentiel démesuré d'influencer les débats mondiaux. Ils ont des ressources et une influence diplomatique absolument démesurée. Et je pense que nous avons un énorme rôle à jouer dans la promotion de l'égalité des droits entre les genres, plus largement, et dans le contexte spécifiquement de l'action climatique. L'un de ces exemples, c'est la proposition par les Nations Unies de documents sur les progrès réalisés dans le cadre du plan d'action pour l'égalité des droits entre les genres. Et vous savez, ce sera une occasion importante pour nous aux États-Unis de souligner les manières dont nous travaillons sur l'égalité des droits entre les genres et la lutte contre la violence basée sur le genre, de mettre en évidence les preuves, les pratiques que nous avons mis en avant. Je pense que nous encourageons également les membres de la communauté internationale du développement à tirer parti des opportunités, comme nous l'avons fait avec l'UICN, pour faire des engagements en faveur d'une action climatique sensible au genre. Lors de la génération de l'ONU sur l'égalité des femmes, je pense que nous avons besoin d'exprimer très clairement, nous en tant que gouvernement US, que ces options sont possibles et ne pas se considérer les problèmes auxquels les femmes sont confrontées doivent être considérés séparément. Les défis centraux auxquels le monde est confronté aujourd'hui, plus nous pourrons intégrer une conversation sur l'équité entre les genres et l'importance des femmes dans le leadership à tous les niveaux et sur tous les sujets, mieux nous nous porterons. Eh bien, cela revient très clairement à l'esprit alors que nous assistons à une nouvelle invasion horrible et violente en Ukraine, avec des conséquences absolument dévastatrices. Et je suis sûr que je suis effondré et que l'impact est avant tout pour les femmes qui ont tendance à faire face aux conséquences les plus fortes quand la guerre se déclenche. Merci Gillian. Je me tourne vers notre audience. Merci pour toutes les questions que vous nous envoyez. Je vais y revenir sous peu, après un rapide tour avec les orateurs. Alors continuez encore à envoyer vos questions, vos commentaires. Andrea Cruz, le Mexique prend les devants en intégrant les questions de genre dans les différents secteurs. Quelles mesures le Mexique peut-il prendre pour que la prochaine mise à jour de la CNB reflète bien la violence liée au genre? Quels sont vos projets dans ce domaine? Je pense que ce que les institutions mexicaines prévoient, c'est de procéder à une révision très rapide de notre stratégie actuelle afin de l'aligner sur le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 et de développer des objectifs spécifiquement mexicains. Ça sera donc les engagements que nous allons présenter à la CDB en tant que contribution mexicaine. Et avec cela, je pense que nous avons déjà la perspective de genre au cœur de notre stratégie. Il s'agirait donc de se concentrer davantage sur la mise en œuvre et la réalisation des activités que nous menons. Et je pense qu'un des défis serait d'avoir des comptes rendus, du reporting. Surtout, ça sera un défi, surtout si nous voulons avoir des données qui seraient ventilées par genre. Nous avons déjà essayé de le faire, et sexo-spécifique. Nous avons déjà essayé de le faire pendant l'élaboration du rapport national, du 6e rapport national. Et c'était un défi parce que toutes les institutions et toutes les personnes n'ont pas nécessairement ces données désagrégées par genre. Il y a encore des points sur lesquels nous devons continuer à travailler, nous améliorer. Je pense qu'il faut sensibiliser les institutions et les personnes qui mènent les activités pour qu'elles enregistrent les données de manière à ce que nous puissions faire des comptes rendus de manière désagrégée sur les questions de genre. Parce que si on ne sait pas comment mesurer les choses, alors on ne sait pas non plus comment en évaluer l'impact. Il serait donc très important de pouvoir disposer de ces éléments également. Merci.
Merci Andrea d'avoir souligné ceci ici. Clairement, les politiques basées sur les données et la mise en œuvre pour évaluer les progrès, là, il y a un défi majeur dans de nombreux pays à travers le monde, y compris dans les organisations qui n'ont pas de données et pour évaluer les progrès et ensuite pour faire avancer les discours internationaux qui sont toujours basés sur les données probantes et sur la science. De sorte qu'encore une fois, nous essayons tous de travailler ensemble dans ce domaine, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour en revenir à vous, Christine, quels sont vos espoirs quant aux négociations de la CSW et leurs résultats? Vous savez, vous travaillez également en étroite collaboration avec le ministère ougandais. Comment celui-ci peut-il soutenir les efforts de l'Ouganda en matière de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre? Juste rapidement, votre point de vue là-dessus. Merci beaucoup. L'Ouganda espère que la CSW sera l'occasion et un espace pour partager les expériences et les bonnes pratiques sur la mise en œuvre de l'égalité des droits entre les genres et l'autonomisation de toutes les femmes et les jeunes filles dans le contexte du changement climatique, de l'environnement, des politiques et programmes de réduction des risques de catastrophes, ainsi que de permettre de participer à des sessions interactives qui vont faire progresser l'égalité des femmes, l'égalité des droits entre les genres, à travers une approche intégrale. Nous savons également que la CSW reste un instrument essentiel pour promouvoir les droits des femmes et documenter la réalité de la vie des femmes à tous les niveaux et pour façonner les normes et l'égalité des droits entre les genres et l'autonomisation des femmes. En ce qui concerne le soutien apporté aux femmes en Ouganda, le pays a rempli ses obligations internationales en matière d'égalité des droits entre des genres et de la réduction de la violence basée sur le genre. Et le pays s'est adapté aux impacts du changement climatique en trouvant les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan de partenariat climatique. Les femmes et les filles ont donc joué un rôle essentiel dans l'adaptation au changement climatique et à son atténuation grâce à leur rôle dans des secteurs clés comme l'agriculture ou par la gestion durable des ressources naturelles et les conservations de l'écosystème, la conservation des écosystèmes, y compris la restauration de la fonction de puits carbone, des fonctions comme dans la foresterie. Il est très important que les femmes soient intégrées dans la prise de décision en ce qui concerne la violence basée sur le genre et les questions de changement climatique qui ont des effets à différents niveaux sur leurs moyens de subsistance. Tant que les femmes ne seront pas impliquées dans la prise de décision à tous les niveaux, il sera très difficile d'avoir ce développement durable et aussi de lutter contre la dégradation de notre environnement. Merci beaucoup. Merci Christine. Pour en revenir vers vous, Lucie, vous avez parlé du travail que vous avez accompli dans ce domaine. Et selon vous, brièvement, quelles sont les questions les plus urgentes parmi vos politiques au cadre émergent? Quelles sont les lacunes? Merci Ali. Je pense que la plupart des intervenants ont déjà dit des choses très intéressantes sur ce sujet. Je pense que je soutiens ce que Christine vient de dire sur les politiques en Ouganda, qui ont aussi un impact dans différents pays. Les politiques sont là et les politiques ont été mises en place. Je pense que la chose la plus difficile pour nous tous, et particulier pour les femmes rurales et autochtones, c'est la question de la compréhension véritable de ces politiques. Et quand Andrea Cruz a expliqué la stratégie nationale au Mexique, c'est un processus qui a été entrepris pour s'assurer qu'au moins les questions de la Convention et des règlements qui ont déjà été posés lors de la discussion à différents niveaux, au niveau national ou international, pourraient revenir au niveau national et être intégrés dans des politiques, dans des programmes environnementaux au niveau national. Mais malheureusement, quand il s'agit de participation, encore une fois, et c'est là que je soulève la question de la participation, il est vraiment crucial que nous nous assurions vraiment, que nous impliquions véritablement la totalité du public et qui lui permettent de comprendre, et surtout ceux qui sont vraiment totalement impliqués sur le terrain, comme nous l'avons mentionné, les femmes autochtones, les femmes rurales,
Les politiques peuvent être très efficaces, mais seulement si ces politiques contribuent à ce qu'il y ait cette ouverture en termes d'approche participative qui puisse être faite sur le terrain afin qu'on soit en mesure d'impliquer tout le monde. L'une des autres choses que nous, en tant que peuple autochtone, faisons maintenant en termes d'examen des différents aspects, c'est de travailler réellement avec les jeunes femmes autochtones, et nous avons entrepris différents programmes actuellement. Nous avons également lancé des initiatives de formation sur les méthodologies de recherche, avec que ces femmes puissent collecter les données à leur niveau et les désagréger ensemble pour que nous puissions travailler sur ces ensembles de données, et elles puissent également aider au niveau inférieur à étudier, à collecter, à étudier ces données, et même aider les femmes autochtones au niveau national et rural à collecter certaines de ces données. Nous avons également travaillé avec des jeunes femmes pour étudier les questions liées au changement climatique, pour collecter les données, pour réaliser des entretiens et pour étudier l'impact des femmes autochtones sur le changement climatique, les questions de droit, la perte de biodiversité, et ce qui peut être fait si les connaissances traditionnelles existent encore, si on peut les revitaliser. Et il y a eu quelques défis à relever, notamment en ce qui concerne les questions de langue, les connaissances traditionnelles qui ont été perdues, et comment les faire revenir sur la question de la mise en place d'institutions traditionnelles, coutumières, afin que ces institutions coutumières puissent également contribuer à l'examen des questions de biodiversité, de changement climatique et de la Convention de Rio sur la sécheresse, et qu'elles puissent rassembler les gens pour qu'ils soient ouverts et puissent discuter différemment. Et je suis très enthousiaste, Erin, à l'idée d'entendre que tous ces autres programmes qui se déroulent dans différents endroits, et je serais vraiment heureuse que nous, les peuples autochtones et les femmes autochtones, soyons également impliqués dans le LHD au niveau du terrain. Merci beaucoup. Merci Lucie. Ma dernière question, avant de passer aux questions du public, et Lucie vient de mentionner les politiques. Elles sont là, ces politiques. La participation à la mise en œuvre est la partie la plus difficile. Donc, l'initiative Spotlight qui travaille dans différents pays au niveau mondial. Donc, quel est le travail que vous faites? Comment permettre les cadres politiques, comment impliquer les décideurs politiques, les informer de ces défis, sur les processus de la mise en œuvre? Comment faciliter ces processus de mise en œuvre de ces politiques qui ont été convenues? Merci beaucoup pour la question, merci aux autres orateurs pour toutes vos idées étonnantes que vous nous avez présentées. Ce que nous savons, c'est qu'on ne travaille pas dans le vide. Nous avons besoin que l'ensemble de l'écosystème soit engagé pour un changement de politique efficace qui complète et soutienne une mise en œuvre efficace. Le premier pilier de la théorie du changement des initiatives Spotlight concerne les politiques et les législations visant à éliminer la violence contre les femmes et les jeunes filles. Dans le cadre de ce pilier, nous nous concentrons sur le développement et le renforcement de législations, ainsi que la mise en place et le renforcement de mécanismes existants pour soutenir leur mise en œuvre, notamment par le développement de plans d'action nationaux et, pour une certaine manière, promouvoir l'alignement sur les normes internationales. L'une des plus grandes réussites de 2020, nous sommes encore en train de traiter nos données pour 2021, c'est que nous avons constaté que dans 17 pays, 84 lois et politiques ont été signées ou renforcées avec notre soutien pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles ou pour améliorer l'égalité des droits entre les genres et soutenir les droits des femmes. Tous les cadres de lutte contre la violence basée sur le genre sont spécifiques au contexte. Il n'existe pas l'ensemble uniforme de cadres politiques favorables. Ceci dit, dans tous nos programmes, il existe des recettes du succès, quelques ingrédients que nous pouvons en quelque sorte mettre en avant pour dire ça c'est vraiment important. L'un d'eux est le renforcement et l'amélioration des capacités des parlementaires, des décideurs parlementaires dans la rédaction des lois, l'analyse et l'élaboration des politiques, afin de s'assurer que les lois et les politiques sont centrées sur les survivants à la violence basée sur le genre et qu'elles incluent les groupes marginalisés. L'élargissement des connaissances sur la violence basée sur le genre pour les décideurs, c'est fondamental pour une attention accrue et spécifique à la lutte contre la violence basée sur le genre en tant que fossé fondamental entre les genres dans les questions environnementales et au-delà. Il faut également impliquer systématiquement un large éventail de parties prenantes, y compris les survivants et les groupes marginalisés, afin de garantir que la prise en compte d'une pluralité de points de vue, depuis les évaluations juridiques initiales jusqu'au suivi des lois. Un rapide exemple: à la Grenade, une politique nationale sur les droits des victimes a été rédigée par les organisations de la société civile en consultation avec des survivants, afin de garantir que des services de haute qualité soient centrés sur les survivants, qu'ils soient rapides, accessibles et de haute qualité. C'est un excellent exemple
pour les responsables de politique environnementale, non seulement pour aborder de manière adéquate les liens entre le genre et l'environnement, mais aussi pour s'assurer que les lois et les politiques sont durables et fondées sur les droits. On a eu une brève remarque à ce sujet tout à l'heure, mais étant donné que les lois coutumières ou religieuses sont régulièrement pratiquées par des tribunaux informels et coutumiers, elles constituent la principale voie pour lutter contre la violence envers les femmes dans de nombreux pays. Nous constatons que le partenariat avec les chefs religieux et coutumiers permet d'assurer l'intégration d'une approche sensible au genre et des lois et politiques traitant de la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Et ça, c'est un facteur essentiel pour changer les préjugés et les pratiques culturelles profondément ancrées. Je vais insister sur ce point, est-ce qu'il est très important que nous envoyions les défenseurs des droits des femmes et de l'environnement et les organisations de défense des droits des femmes dans l'élaboration des lois et des politiques afin de garantir qu'elles soient reconnues, soutenues et habilitées à participer de manière aussi significative et puissante à la promotion et la protection des droits humains. En 2020, nous avons constaté que les 21 lois et politiques ont été élaborées pour garantir la capacité des groupes de défense des droits des femmes, des organisations de la société civile et des défenseurs des droits humains à faire progresser l'agenda des droits humains. On ne saurait trop insister sur l'importance d'impliquer la communauté, les organisations partenaires locales, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, qui sont vraiment à l'avant-garde du travail de justice entre les genres. Enfin, dans l'esprit de ne laisser personne de côté, il est primordial de sensibiliser le public au cadre législatif, notamment en présentant les politiques d'une manière facile à comprendre, en sensibilisant et en traduisant les lois dans les langues locales, afin de garantir une connaissance étendue des cadres juridiques à tout le monde. Par exemple, au Nigeria, le programme a contribué à la traduction du manuel d'interdiction de la violence contre les personnes dans 4 langues locales et a aidé à sa diffusion. Cela a permis d'améliorer les connaissances de diverses communautés, notamment des personnes vivant avec un handicap. Merci. Merci Aline. Je regarde les questions qui arrivent. Certaines d'entre elles ont déjà été répondues par les orateurs. Donc, encore une fois, juste pour revenir, c'est important, c'est de... Qu'est-ce qui peut être fait pour relier le genre et l'initiative de changement climatique dans les pays où la politique ne reflète pas encore la bonne compréhension de cette interconnexion entre ces thématiques? Très rapidement, est-ce qu'on pourrait avoir votre point de vue sur les pays qui ne voient pas toujours le lien entre le genre, les questions de genre et le changement climatique? Parce que comme vous le savez, on y a fait allusion, nous ne pouvons pas fonctionner dans un vide. Et surtout, le changement climatique est partout autour de nous. Donc, parce que votre résilience et la mienne, c'est pas celle de tout le monde. C'est pas simplement lié à un aspect bien précis. C'est pas juste les écosystèmes, la nature. C'est aussi la santé, l'éducation, la sécurité. C'est un tout. Moi, j'ai une expérience directe en regardant les projets entre genre et changement climatique. J'ai regardé des projets au Cambodge, en Ouganda, au Pérou et ailleurs. Là, nous avons des initiatives qui sont dirigées par des femmes et elles montrent qu'elles ont plus de succès, surtout en milieu rural. Mais souvent, les pays au niveau de la politique nationale ne voient pas ce lien entre les questions de genre et d'environnement. Alors, peut-être Gillian, parce que vous travaillez là-dedans, vous êtes spécialisé dans le soutien aux pays, et les donateurs peuvent-ils jouer ce rôle pour les aider, les pays à voir le lien, surtout maintenant dans le nouveau contexte où il y a un lien qui a été clairement établi entre les questions de genre et d'environnement? Eh bien, je pense que les donateurs peuvent jouer un rôle très important. Et en même temps, je pense que nous voulons éviter un scénario où c'est le dollar qui forme le moteur de la directive. Car ce que nous voulons, c'est un véritable investissement à long terme de la part des gouvernements dans ces questions. Et le donateur s'inquiète toujours du fait que les stratégies qu'il va financer ne soient pas vraiment fondées sur la réalité vécue et sur l'engagement et l'appropriation par la communauté des ONG. Par exemple, les ONG peuvent faire des demandes de propositions de soutien, mais ne vont pas véritablement, mais ça ne survivra pas, le projet ne survivra pas vraiment à l'initiative elle-même. Je pense que l'USAID se trouve dans une position unique, car nous existons depuis plus de 60 ans, nous sommes présents sur le terrain dans 100 pays du monde entier, nous avons des missions dans 80 pays, et nous avons en quelque sorte une vision à long terme de ce qui se passe dans les pays, dans l'évolution et d'un large éventail de relations avec des acteurs publics, avec des ONG et des dirigeants clés du gouvernement. Et parfois, il faut du temps pour arriver à ce type d'engagement que nous recherchons.
pas simplement en ce qui concerne les questions de genre et la lutte contre la violence basée sur le genre, mais même pour des choses aussi fondamentales que la transition vers une économie fondée sur les énergies renouvelables, par exemple. Vous avez besoin d'infrastructures et vous avez besoin de soutien financier et technique pour rendre cela possible. Et pour de nombreux pays dans lesquels nous travaillons, l'infrastructure des combustibles fossiles est en quelque sorte l'option par défaut. Et bien sûr, et beaucoup de pays sont encore très dépendants du charbon, par exemple. Je pense donc que oui, les donateurs peuvent jouer un rôle très important et mener la conversation, orienter les choses dans la bonne direction, mais pas sans le partenariat réel et authentique des gouvernements, des ONG, de la société civile avec lesquelles nous travaillons. Et je pense que les donateurs doivent apprendre à écouter et apprendre à apprendre aussi bien, pas simplement diriger les choses et parler. Merci Guylaine encore d'avoir souligné ce point important, à savoir que les actions menées par les donateurs doivent être davantage intégrées dans les mécanismes d'appropriation au niveau national. Andrea Cruz, quel est votre point de vue sur ce sujet, étant donné que vous êtes à la tête des politiques nationales au Mexique? Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez partagé la réponse au Mexique assez bien intégrée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Qu'est-ce que, dans votre cas, où est-ce que vous avez pu voir le lien? Comment avez-vous fait capable d'établir ce lien? D'abord, je pense que ça fonctionne vraiment parce que le Mexique a des bonnes institutions spécialisées dans les questions de genre. Nous avons le réseau des femmes, Red Mujeres, qui est une agence spécialisée du gouvernement qui essaie d'intégrer dans le discours général la perspective de genre et de l'appliquer à tous les domaines du gouvernement. Et, et aussi dans notre cas, c'est vraiment une chance pour nous que l'UCN nous ait contactés, nous ait offert cette opportunité de travailler avec eux. Ils avaient déjà eu l'occasion d'élaborer une stratégie de lutte contre la perte de biodiversité au Mexique en tenant compte de la dimension de genre. Il y avait donc déjà une expérience sur le terrain. Et je pense que maintenant que nous avons cette expérience, qu'on nous a mis la puce dans l'oreille, que nous avons gagné cette connaissance, nous avons compris l'importance de continuer à travailler sur ces questions. Et je pense qu'il y a une plus grande prise de conscience. Nous avons encore quelques arrangements institutionnels, mais je pense que maintenant les mécanismes sont en place, ils doivent être renforcés. Mais maintenant, mais maintenant, c'est comme on ne pourrait même pas envisager de faire la mise à jour de notre stratégie nationale sans prendre en compte la question du genre et les relations avec la violence basée sur le genre. Euh, je pense, voilà, voilà, c'est une étincelle, il en faut d'autres pour que les gens commencent à véritablement se former et à renforcer leurs capacités. Heureusement, il y a aujourd'hui tellement d'initiatives et le sujet est au centre de tellement de discussions. Je pense que ça ne sera plus oublié, on ne passera plus à côté de ce sujet. Il va falloir continuer à travailler sur cette thématique, mais je pense que la thématique est déjà là, elle est bien établie, elle ne va pas s'en aller, elle va demeurer. Merci. Je vais me tourner vers les autres. Nous avons beaucoup de questions. Je vais en aborder une autre. Les, les gens qui travaillent sur la conservation, vous savez, qui travaillent avec les communautés autochtones et locales dans le monde entier, ils entendent souvent des révélations de violence de la part des femmes avec lesquelles ils travaillent, mais ne savent pas quelles sont les ressources disponibles pour aider ces femmes victimes. Comment le personnel travaillant localement peut-il accéder aux ressources pour les femmes et les filles confrontées à la violence de leur communauté en raison de leur travail de protection de l'environnement? Peut-être Lucie, quel est votre avis sur la question? Lucie, est-ce que vous êtes avec nous? Ok. Bon, jusqu'à ce que Lucie nous rejoigne à nouveau. Christine, à vous?
en ce qui concerne les ressources et leur mise en relation avec les femmes locales. Je crois qu'il y a des ressources au sein de notre communauté que nous pouvons mettre en relation avec les différentes survivantes de la communauté. Souvent, les gens regardent les ressources disponibles, ils regardent les ressources humaines disponibles dans la communauté, mais ils ne les prennent pas au sérieux. Et pourtant, ces personnes peuvent fournir l'accès à un certain nombre de choses, comme l'accès à la justice, l'accès à des services de santé et de nombreuses autres choses. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de savoir comment coordonner les ressources que nous avons au sein de notre communauté pour répondre efficacement à tous les problèmes que nous rencontrons dans l'environnement dans lequel nous vivons. Souvent, nous ignorons les ressources mêmes que nous avons, le capital lui-même, que nous avons les structures qui sont à l'intérieur et nous essayons de faire des doublons en créant nos propres structures, ce qui en fin de compte n'est pas durable. Il est donc très important que nous examinions les ressources disponibles et que nous les utilisions comme les établissements de santé, les bureaux locaux qui existent dans la localité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Erin, très rapidement, il y a une question qui dit comment l'initiative Spotlight assure-t-elle l'inclusion égale des femmes autochtones? Très rapidement, vous avez mentionné, mais encore une fois, peut-être préciser ça. Oui, je pense que ça rapporte un peu avec la dernière question. Il s'agit en grande manière de la façon dont nous planifions nos interventions et le travail que nous faisons avant la mise en œuvre pour nous assurer que nous nous engageons efficacement et que nous tenons compte de tous les risques potentiels que nous pouvons rencontrer lorsque nous nous engageons dans ce travail. Ainsi, pour l'initiative Spotlight, nous avons dès le départ donné la priorité à l'engagement des femmes autochtones et nous avons pris cela très au sérieux. On n'a pas les idées sur la planification. On a veillé à proposer les bonnes questions aux bonnes personnes, au bon moment, puis nous avons approfondi le sujet en essayant d'analyser les lacunes des interventions précédentes en matière de participation des femmes. Pourquoi est-ce qu'elles ne s'engageaient pas? Quels étaient les obstacles à l'engagement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éliminer ces obstacles dès la phase de planification afin de favoriser l'engagement tout au long de la mise en œuvre? Donc, une planification vraiment minutieuse à un engagement initial à considérer l'engagement des groupes marginalisés. Merci Erin. Désolé, nous arrivons à la fin de notre conférence et il y a encore beaucoup de questions. Nous allons essayer d'y répondre, mais voilà. Est-ce que chacun pourrait nous donner un rapide message de 30 secondes de conclusion? Mais avant cela, je vais commencer par vous, Gillian. Il y a une question très spécifique. Est-ce que RISE est capable de financer des organisations internationales ou seulement des organisations locales? Gillian, est-ce que tu peux répondre en même temps que tes 30 secondes de conclusion? Oui, tout à fait. Nous pouvons financer des organisations internationales et locales. Je soulignais simplement l'accent que nous mettons sur les organisations locales et l'augmentation de notre soutien aux organisations locales et nationales dans les années à venir. Voilà, on est au premier jour du mois international de la femme, n'est-ce pas? On y est, encore une fois, à faire ce que nous devrions faire tout le temps, toute l'année. Parfois, c'est un peu frustrant de devoir continuer à avoir cette conversation. Et pourtant, comme on l'a beaucoup dit au début, la pandémie du Covid nous a vraiment fait reculer à bien des égards. Et ce sont les femmes qui portent le poids de la combinaison du fardeau économique et domestique. Nous voyons beaucoup de disparités déjà existantes augmenter. Il faut redoubler d'efforts et aller au-delà de cela. Nous devons vraiment dépasser ce stade, nous attaquer à des problèmes beaucoup plus profonds à un niveau systémique afin de lutter contre la crise climatique. Mais j'attends avec impatience le jour où il ne sera plus nécessaire d'avoir cette conversation particulière. Merci Gillian. Andrea, ta conclusion, 30 secondes. Eh bien, je voulais juste dire que j'étais très content d'être ici. Et comme Gillian l'a dit, je
pense que le Covid nous a fait reculer, mais on ne va pas perdre espoir. Nous sommes toujours là à travailler tous les jours et nous devons travailler au bénéfice de ces jeunes femmes qui sont autour de nous, qui méritent de vivre dans un monde meilleur. Mais aussi pour les garçons, les jeunes hommes, ils méritent d'avoir de bonnes partenaires, des partenaires intelligentes et énergiques pour un monde meilleur. Et c'est la seule façon d'y parvenir. Je suis donc très heureuse que nous ayons débuté aujourd'hui au premier jour du mois international des femmes. Au départ, il n'y avait qu'une journée internationale des femmes. Aujourd'hui, nous avons déjà un mois et je pense qu'un jour, nous aurons une année entière consacrée aux femmes et nous n'aurons plus besoin de nous battre pour la visibilité. Mais aujourd'hui, nous devons nous battre pour que cet événement soit visible. Merci. Merci. Oui, il nous faut une décennie entière de focalisation sur les femmes. Christine, ta conclusion, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ma conclusion, c'est que il y a encore beaucoup de travail à faire. Notre communauté a vraiment besoin de tout le soutien qu'elle peut obtenir. Nous avons toutes les bonnes idées, nous avons toutes les bonnes capacités. La seule chose qu'il manque, c'est qu'elles doivent être éclairées sur ce qu'elles sont en mesure de faire dans la mesure de leurs moyens. Donc, mon appel à tout le monde, c'est vraiment de s'appuyer sur la communauté que nous avons pour être capable de résoudre de nombreux problèmes que cette communauté rencontre. Merci beaucoup. Merci. Hélène, tes dernières conclusions. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à un point d'inflexion. Aujourd'hui, il n'y a simplement plus de temps à perdre et plus de temps pour les excuses. Les décideurs politiques ne peuvent plus dire que on ne savait pas qu'il y avait un lien entre la violence basée sur le genre et le changement climatique. Aujourd'hui, les preuves sont là et maintenant il est temps d'agir. Les donateurs doivent vraiment mettre l'accent sur ce point dans tous leurs programmes. Aucun financement ne devrait être consacré à la violence basée sur le genre sans tenir compte du changement climatique. Il ne devrait pas y avoir de financement pour les interventions liées au climat qui ne tiennent pas compte des questions de genre. Il est temps maintenant, et je veux soutenir Christine. Les femmes sur le terrain savent déjà ce qui se passe. Elles doivent faire entendre leur voix. Assurons-nous qu'elles sont entendues, car ce sont elles qui nous disent ce dont nous avons besoin. Et faisons en sorte qu'elles aient la plateforme pour se faire entendre. Merci beaucoup. Merci à tous, merci aux oratrices, au public. Désolé d'être en retard, mais n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'UICN qui contient toutes les informations. Contactez-nous, nous sommes heureux de travailler avec vous tous. Merci encore et au revoir pour l'instant et à bientôt.